Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Philippe Aouno, chercheur en sciences politiques, Ibrahima Keïta, consultant indépendant, Oumar Diop, consultant en finance. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité dans le grand temps. L'économie tchadienne, toujours au bord de l'asphyxie. Le Tchad fait face à une grave crise économique avec des finances au plus bas depuis la chute des cours du pétrole amorcée en 2014. Le pays est assisté par le FMI et depuis plus de 2 ans, le gouvernement s'est lancé dans une série d'économies drastiques, une politique d'austérité pour faire face notamment à un déficit budgétaire de plus de 800 millions de dollars. Les précisions d'Ange Bijou Nomenio. Au Tchad, l'activité économique demeure affectée par les effets négatifs de la baisse des cours mondiaux du pétrole. La gestion budgétaire du pays devient de plus en plus difficile pour un État qui cumule une dette extérieure de plus d'1 milliard de dollars et une croissance économique en dessous des 3%. 21 milliards de dollars ont été récemment accordés par la Banque africaine de développement pour financer le programme d'appui à la relance économique initié par le gouvernement. Ce programme, qui est financé par un don, vient en complément du programme triennal financé par le Fonds monétaire international qui contribue à la stabilisation de la situation budgétaire du Tchad. La baisse des revenus pétroliers de 1000 milliards de francs CFA par an entre 2011 et 2012 et 200 milliards de francs CFA en 2015 a plombé les perspectives de croissance économique du pays. Pour assurer une croissance économique durable, le renforcement des investissements publics-privés et la diversification de l'économie sont les pistes de solutions recommandées par les spécialistes. La première tâche de l'économie tchadienne en particulier, c'est de miser sur la diversification. Et pour miser sur la diversification, il faut continuer à avoir un investissement public robuste et à dynamiser le secteur privé. Investissement public robuste, notamment dans le secteur des infrastructures de transport, parce que le Tchad est un pays sans littoral, mais aussi dans le secteur de l'énergie. Des progrès modérés mais significatifs ont toutefois été enregistrés sur le front de la pauvreté, avec un taux national qui a baissé de 55 à 47% selon la Banque mondiale. Alors pour l'heure et depuis 3 ans, aucune mesure d'envergure dans le sens de la diversification n'a été prise. Philippe Aouno, sans la résolution de cette question de la diversification, le pays est voué à rester un État sous perfusion? Oui, la position du Tchad l'exige. Monsieur Christian Pout disait tout à l'heure que c'est un pays sans littoral, ce qui signifie que ce pays dépend fortement du Cameroun en termes de transport de marchandises, parce qu'il faut traverser depuis le littoral Cameroun jusqu'à toute la région du Grand Nord pour pouvoir écouler les produits au Tchad. Effectivement, c'est le fruit d'une économie qui est restée calquée sur le modèle de la plupart d'économies africaines. C'est un peu ce qu'on a vu aussi avec la Guinée équatoriale. Une économie qui n'est pas diversifiée est un risque pour elle-même. Monsieur Keïta. Oui, comme c'est propre au Tchad et comme à d'autres pays, lorsque l'on est dépendant que d'une seule source de revenus, en l'occurrence concernant le Tchad du pétrole, on est à un moment donné, on est fragile lorsqu'effectivement il y a une variation des cours du pétrole. Et gouverner, c'est prévoir. Je pense que ça ne serait pas forcément à Idriss Déby, mais les dirigeants, très souvent nos dirigeants, manquent de vision. Je pense que ce sont des choses qu'il faut anticiper en quelque sorte. En se disant, le jour où ça se passe moins bien avec effectivement le pétrole qui est l'une de nos principales sources de revenus, commençons dès à présent à réfléchir et à penser comment nous pourrions obtenir d'autres sources de revenus. Et bien entendu, je suis parfaitement d'accord du fait qu'il faut diversifier. Mais ça, il faut le faire beaucoup plus tôt. Il ne faut pas attendre qu'il y ait crise pour effectivement, à ce moment-là, je dirais malheureusement faire appel à des financements. Et je pense faire appel à ces financements-là, c'est davantage se passer la corde autour du cou, malheureusement. Et ça devient un engrenage et un cercle vicieux. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que le Tchad ne s'appuie pas un peu trop sur l'aide extérieure et n'en fait pas en tout cas suffisamment pour en tout cas relancer, améliorer son cadre macroéconomique? Alors déjà c'est bien que la BAD finance les économies africaines. Donc récemment il y a le Togo qui a été financé par la Banque africaine de développement. Donc c'est bien qu'on ait des institutions solides qui financent nos économies. Mais le plus important c'est de savoir ce qu'on en fait de ces financements. Donc moi je pense que ce qui arrive au Tchad aujourd'hui, c'est ce qui arrive à pas mal de pays pétroliers en Afrique.
Donc il n'y a pas eu une gestion de crise, il n'y a pas eu une anticipation, il n'y a pas eu une vision stratégique après pétrole. Quand on a le pétrole aujourd'hui, quelle est la politique qu'on met en place pour que demain, si le coût du baril change, qu'est-ce qu'on en fait? Si demain, il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est exactement ça, c'est le problème. Donc ils n'ont pas eu une vision après pétrole qui fait qu'aujourd'hui, l'économie n'a pas été diversifiée. Donc si l'économie n'a pas été diversifiée, qu'on avait juste une source de revenus qui est le pétrole, donc il y a un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est très important que nous, aujourd'hui, qu'on fasse de la gestion de crise. La gestion de crise, ce n'est pas juste en temps de guerre ou en temps de problème. La gestion de crise, c'est d'abord prévoir. Donc prévoir ce qu'on a fait dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Aujourd'hui, en Europe ou dans le monde occidental, on a des prévisions qui vont dans 10 ans, dans 20 ans. En Afrique, j'ai l'impression qu'on ne fait que des élections, des réélections, de modifications de constitution. Et récemment, il y a la constitution qui a été modifiée, donc qui a été défendue par le président. On n'a pas besoin de ça. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui de créer des hommes forts. On a besoin des institutions fortes qui aujourd'hui défendent le pays. Il y a énormément de pays pétroliers dans le monde, donc ils en ont profité. Si en Afrique, on a énormément de pétrole qu'on n'en a pas profité, donc je pense qu'aujourd'hui, les leaders africains, ils doivent se poser des questions. Il faut aujourd'hui un vrai retour d'expérience pour que ce qui nous arrive aujourd'hui dans 10 ans, dans 15 ans, que nos enfants, ça ne nous arrive pas, parce qu'on a vraiment du mal à s'en sortir. Philippe Aono. Alors il faut ajouter que à cette crise économique s'ajoute la crise sécuritaire, ou plutôt c'est la crise économique qui s'ajoute à la crise sécuritaire, parce qu'il faut dire que sur le plan sécuritaire, le Tchad est un pays extrêmement fragile, aussi bien du côté du Soudan que de son rapport au Cameroun. C'est un pays qui n'a vraiment pas les possibilités pour l'instant d'asseoir une économie forte, malgré sa volonté. Hein. Le Tchad pourrait avoir bien sûr la volonté de diversifier son économie, mais je pense que pour traiter la question, le problème économique au Tchad aujourd'hui, il faut d'une part revoir la question sécuritaire qui est très importante, et voir aussi la question du secteur privé. M. Christian Pout l'a dit aussi tout à l'heure. Ces économies qui sont extrêmement fragiles gagneraient à rendre fort et viable le secteur privé. Et je pense que pour l'instant, ce n'est pas le cas, avec une fiscalité qui n'est pas du tout gentille à l'égard du secteur privé. Ça fait que un secteur qui aurait pu soutenir, qui aurait pu être le bras séculier de l'État en temps de crise, lui-même étant fragile, va forcément plus souffrir, et l'État qui aurait pu en profiter n'en gagne finalement rien. Donc ça fait une crise généralisée qui n'est ni économique ni sécuritaire, mais c'est vraiment une crise généralisée. Alors récemment, il y a eu la crise sociale qui s'est passée au Tchad, donc ça c'est planétaire. Donc dans tous les pays, même dans les pays africains, dans les pays européens, il y a des crises sociales. Alors 5 mois de grève. 5 mois de grève, ça je suis d'accord, c'est justement pour ça que ce n'est pas normal. Donc moi je pense qu'il y a eu un manque de vision stratégique qui a aujourd'hui amené à cette crise. Donc c'est très important. Si aujourd'hui on a du pétrole, les pays africains, on ne devrait pas être à ce niveau-là. C'est ça qui n'est pas normal. L'Afrique, c'est aujourd'hui l'un des continents les plus riches au monde. Mais le problème, c'est qu'on a ce manque de vision stratégique. Quand un chef d'État arrive au pouvoir, la première chose, c'est la réélection, la modification de la Constitution. On zappe complètement les priorités pour lesquelles on a été élu. Là, ce n'est pas juste le problème du Tchad, c'est pratiquement quasi général en Afrique. Donc, il faut qu'il y ait aujourd'hui, au niveau des jeunes Africains, une prise de conscience pour qu'on fasse des think tanks, des retours d'expérience, pour qu'aujourd'hui, qu'on arrête ces souffrances, parce que ce n'est pas normal. Alors, concernant le Tchad, on évoque beaucoup... Alors, je vais vous céder la parole. On évoque beaucoup la question de la diversification. Il est vrai que c'est un impératif pour redresser l'économie, mais est-ce que cette focalisation autour de cet impératif n'occulte pas aussi l'autre réalité, à savoir la lutte contre la corruption qui gangrène aussi profondément l'économie de ce pays, Ibrahima Keïta? Comme tant d'autres pays d'Afrique, hein, ça c'est un mal qui effectivement gangrène la plupart des économies. Il faut instaurer la bonne gouvernance, et ça ne doit venir effectivement, ça ne peut venir que d'une réelle volonté politique des dirigeants en place. Et tant que ce ne sera pas le cas, malheureusement, c'est un réel serpent de mer. Et là-dessus, il faut que ça se fasse en toute... Aujourd'hui, malheureusement, ça se fait en toute impunité. Donc, il faut clarifier, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'elles soient appliquées et qu'elles soient les mêmes pour tous. Et surtout,
comme c'est le cas du Tchad, avec cette manne financière qui nous est allouée, il faut qu'elle soit bien gérée, il faut qu'elle soit bien affectée. Il faut qu'elle soit bien affectée, comme c'était le cas, peut-être une décision peut-être tardive, suite à la crise maintenant pétrolière, qui est effectivement d'investir dans les infrastructures, dans le secteur public, qui est d'investir et de soutenir l'initiative privée. Regardez en France ici, quoi qu'on dise les TPE, PME, 85%, c'est 85% qui représentent les TPE, PME ici en France, et sans oublier aussi, c'est propre au Tchad, à d'autres pays, soutenir et enfin mettre en place une grande politique d'industrialisation. Je pense que le secteur industriel doit se développer, sans quoi, effectivement, on ne va pas y arriver. Mais une fois de plus, pour répondre à votre question là-dessus, il faut une réelle... On n'a jamais cessé de le clamer, mais ça ne s'est jamais concrétisé, cette bonne gouvernance-là. Donc la corruption, il faut être impitoyable là-dessus. Mais l'exemple doit venir des dirigeants. Philippe Aonou. Alors, je pense qu'on est quasiment d'accord sur les arguments que chacun avance sur ce plateau. Mais une fois de plus, je suis désolé de revenir à la question sécuritaire. Je ne suis peut-être pas un sécurocrate, mais je veux dire que s'il faut parler de l'industrialisation, comment on fait pour protéger les industries pétrolières, si on n'a vraiment pas des politiques sécuritaires qui soient... Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps? Alors, effectivement, vous avez raison. Le Tchad investit énormément en tout cas sur cette question de la sécurité. Mais est-ce que les deux ne peuvent pas être menés, les deux politiques? Là, y a pas, les deux ne se renvoient pas dos à dos. C'est effectivement possible. Mais la question que je pose, c'est justement de savoir est-ce qu'en l'état actuel, financièrement, c'est possible? Parce qu'il faut soutenir ces politiques-là. Moi, j'ai toujours un problème avec tout ce qui a trait au discours. Lorsqu'on sait très bien quelle est la frontière avec l'action, c'est bien d'engager des plans. Mais lorsqu'on ne voit pas en perspective ce qui va concrètement être réalisé, ça pose problème. Et puis, il y a une deuxième chose. Il parle des think tanks. Il ne faut pas oublier la morphologie de l'État tchadien. Comment est-ce que l'État tchadien se positionne par rapport à tout ce que diffusent des think tanks? Est-ce que l'État tchadien est prêt à consommer les produits qui sortent des think tanks? Lorsqu'on sait que les think tanks n'ont pas vocation... Moi, je parlais par exemple au niveau des élites politiques, au niveau des réflexions, pour qu'on apporte des idées. C'était plus dans ce cas-là. Je parle justement de la capacité à consommer les produits de cette réflexion, plus que vous parliez tout à l'heure de corruption. Ça veut dire que ces personnes corrompues sont totalement réfractaires aux idées innovantes que produisent des think tanks, parce qu'il ne faut pas oublier que par instance, un think tank n'a pas pour vocation de caresser un État dans le sens du poil. C'est généralement des gens qui sont très durs dans leur production. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'État tchadien est prêt à consommer les produits que nous fournissent ces think tanks? Oumar Diab, les pistes de réflexion sont là. Les réflexions autour de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption sont là. Est-ce qu'il y a besoin d'organiser d'autres forums, think tanks? Non, mais ça a effectivement ce que je disais, qu'en Afrique, on a des peuples qui sont difficiles. Moi, je pense qu'il faut la bonne gouvernance, il faut une vision stratégique, mais à côté, il faut qu'on ait des peuples qui nous facilitent le travail. Ça, je vais illustrer par des exemples. Par exemple, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, il disait que quand quelqu'un détournait de l'argent avec preuve, il le mettait en prison. On avait des chefs religieux, des amis qui lui demandaient nuitamment de libérer telle ou telle prison. Donc je pense que même au niveau des peuples africains, on a du mal à gérer cela. Donc il y a toute une bande de copains, on va tous s'y mettre. On va tous couler. C'est aussi on simple ne peut pas que ça. quand même pas remettre la faute à la population. Moi, je pense que l'Afrique a ses réalités. En France, si vous vous appelez François Fillon, on vous soupçonne. Je ne dis même pas qu'il y a des preuves. On vous soupçonne que vous avez détourné de l'argent ou que vous avez employé vos enfants. Le lendemain, vous baissez dans les sondages. Vous allez en Afrique, vous prenez ce que Fillon a fait par rapport à un homme politique africain, ce n'est rien, ce n'est même pas son petit déjeuner. Mais pourtant, ces gens-là, ils se baladent, le lendemain, vous vous baladez avec une mallette d'argent, vous allez voir des chefs religieux, on vote pour vous. Alors, est-ce que c'est pas parce que aussi c'est devenu un phénomène extrêmement banal? Non, mais par rapport à ce qu'il dit, on ne peut pas comparer effectivement la façon à laquelle les choses se passent ici et en Afrique, pour une raison toute simple, culturellement, c'est différent. C'est ce que l'approche culturelle est différente. Mais, même s'il faut effectivement y mettre un terme. Je veux dire, c'est un état d'esprit. C'est à un moment donné, il faut changer la façon de faire, il faut changer l'approche que l'on a, relationnelle, de cousinage et ainsi de suite, religieuse, vous l'avez évoqué. Mais il faut que ça c'est quelque chose qu'il faut à un moment donné imposer aux populations, il faut imposer ça aux leaders religieux, il faut imposer ça aux leaders politiques, il faut se l'imposer à soi-même, il faut faire preuve de rigueur et dire qu'on ne peut plus se permettre les petits
petites habitudes que l'on avait auparavant, parce que au risque de plonger le pays et ne jamais sortir de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Mais ça, c'est très facile par contre. C'est très facile parce qu'en fait, qui s'impose? Je vous prends un exemple très simple. Des gens qui font partie de la classe des dirigeants, c'est-à-dire ceux qui ont le monopole, qui contrôlent la société, qui sont dans une situation où ils ne veulent pas perdre le monopole qu'ils ont. Comment est-ce qu'ils vont s'imposer? Moi, je ne suis pas là pour les dédouaner, mais je pense qu'il faut un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir aujourd'hui est totalement affaibli. Il a parlé de la question des copains. C'est la question aujourd'hui de nos opposants. C'est-à-dire que c'est des gens qui affichent un discours d'opposition qui est beau à entendre, qui peut être sensiblement bien ou mal structuré, mais lorsque d'autres enjeux se présentent, ils sont prêts à sacrifier toute la masse qui idéologiquement peut être derrière eux. Donc la question, ce n'est pas uniquement les dirigeants. Si aujourd'hui on parle de corruption, mais en réalité on est dans un état de putréfaction institutionnelle généralisée. Et ça, ce n'est pas que l'État. La putréfaction, elle va jusqu'à la société, la moralité. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont convaincus qu'avec peu ou plus d'efforts, une place leur est garantie quelque part. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Est-ce que c'est l'État qui va venir résoudre ce problème? Je ne crois pas. Et moi, je pense qu'il faut que toutes les catégories socio-professionnelles et religieuses se mettent autour de la table et d'identifier ensemble d'abord quelles sont les raisons de la corruption et comment y remédier, à mon avis. Et à ce moment-là, il faut que toutes les personnes issues de différentes couches de la société tombent d'accord sur un fonctionnement qui puisse permettre un traitement égalitaire pour tous face à la corruption. Je pense que la corruption, ça touche, c'est pas uniquement les chefs d'État, c'est pas uniquement les régimes, c'est tout un ensemble. Vous voyez par exemple. Alors c'est quand même cette corruption-là qui gangrène les économies du continent. La corruption, c'est le cancer de l'Afrique. Tant qu'on n'arrivera pas à lutter contre la corruption, tout ce qu'on vient de dire ici, ça ne se réalisera pas. Parce que ce qui sort de l'Afrique pendant la corruption par année, c'est énorme. Au Sénégal, vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas. Le lundi, il est devant la télévision en train d'insulter tout le monde et il porte un boubou qu'on appelle Galzin qui coûte 400 000. Mardi, pareil. Mercredi, il faut jamais lui demander ce qu'il fait comme travail. Et quand on prend un politicien qui a détourné de l'argent avec des preuves, il est le premier à le défendre. Quelle est la connexion qui existe entre ce politicien et cette frange de la population? Donc c'est très important. Moi, je pense que la corruption, elle est beaucoup plus sérieuse qu'on le pense. C'est pas uniquement le président ou les ministres, c'est même des chefs d'entreprise qui ne paient pas les impôts. On parle du secteur informel africain, mais on ne parle pas du secteur informel des riches qui sont là, ils sont riches parce que tout simplement ils ne paient pas les impôts. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.